Bonjour, je suis Paul Magro, commentateur sportif et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Paul, ça fait vraiment plaisir parce que toi évidemment tu es une voix, une grande voix de la radio par rapport aux commentaires, par rapport au sport et tout. Et puis tu es quelqu'un que j'ai le plaisir de connaître dans la vie et puis d'aimer profondément et particulièrement pour toutes ces belles émotions que tu retranscris à travers ce micro. Et puis de temps en temps j'écoute la radio parce que tu officies non seulement sur les web radios mais aussi sur les radios officielles que sont Yes FM par exemple, et puis je suis dans ma voiture, je rentre d'un match et tout, et puis je fais un petit SMS à Paul, et puis je dis salut Paul, je t'écoute, et puis il y a toujours un petit mot, il y a toujours un petit truc sympa, un petit truc gentil qui passe à travers les ondes pour saluer l'ami que je suis pour toi, et ça fait vraiment plaisir. Parler avec toi Paul, évidemment c'est parler de hockey, c'est parler de sport, c'est parler de passion, c'est parler de micro, de radio, mais moi j'aimerais faire connaissance avec toi simplement, on repart au début, on repart à l'enfance. T'es né où, tu viens d'où, l'environnement familial, tout ça, raconte-moi ça. Je peux pas le dire devant les supporters servétiens. Je suis né à Lausanne, à la clinique Montchoisy, qui n'est pas très loin d'une certaine patinoire. Et j'ai des origines italiennes par papa, neuchâteloises par maman, et je suis en fait un pur produit lausannois. C'est un beau mélange alors. Comment ils se rencontrent? Tu sais un peu l'histoire, papa et maman, comment ils se rencontrent? Oh, très simplement, papa est médecin des dents, soit dentiste, et maman va le consulter, et ils se rencontrent comme ça. Et ils se parlent et puis ça devient une histoire. Et puis t'as des frères, des sœurs? J'ai une sœur qui n'est autre que Monsieur Jardinier sur la radio suisse romande. Voilà. Et cet esprit de famille, cette ambiance de famille, aussi loin que tu t'en souviennes, c'était comment, c'était où? Bon, il y avait plusieurs ambiances de famille. Il y avait des ambiances souvent tendues. Papa était quelqu'un de perfectionniste et d'extrêmement exigeant, qui voulait le meilleur pour nous, mais à la manière streng, comme ça se passait à l'époque. Et puis, maman était un petit peu tout le contraire. Elle essayait de faire le tampon en étant quelqu'un de très doux, j'ai presque jusqu'à dire des fois féodé ou soumis. Et il y avait des moments merveilleux comme des vacances, notamment la plupart du temps en Italie, mais on a fait aussi de très beaux voyages au Sri Lanka, en Espagne, enfin dans pas mal de régions. Quelle région d'Italie? Là, c'était plutôt l'Adriatique, c'était plutôt le nord, à Lazio. On est descendu en Sicile aussi puisque les antécédences de papa sont siciliennes. Mais personnellement, je ne suis descendu qu'une fois. Ma soeur et papa et maman ils sont descendus plus d'une fois. Mais je suis allé d'une fois. J'ai trouvé très beau d'ailleurs. Quels sont les rêves d'enfant? Je rêve d'être chanteur, ou musicien, ou guitariste, mais je rêve d'être sur scène dans la musique? Absolument. Parce que très tôt, j'ai commencé, c'est ma deuxième passion, c'est peut-être même ma première d'ailleurs, la musique et en particulier les concerts. Et c'est vrai que j'ai commencé assez tôt, je pense que je devais avoir 15-16 ans la première fois où je suis allé à Montreux voir Johnny Hallyday en fait. C'était le premier concert live que tu vois? Ouais. J'ai l'impression, je suis pas à 100% sûr, mais autrement, bon, j'ai vu des concerts classiques avant. Mais dans la rock, le pop rock, je crois que c'est le premier concert que j'ai vu à Montreux. Qu'est-ce que tu t'en souviens que ça a été un choc, ça a été c'est une bête de scène. Ah ouais, moi ce qui m'a toujours fasciné et ce qui me fascinera toujours, c'est cette communion, un stade ou une salle, peu importe qu'il y ait 800 personnes ou 55 000. C'est cette communion que le chanteur ou que l'artiste ou que les artistes peuvent ressentir avec leur public et génèrent en fait. C'est-à-dire que l'espace d'un instant, l'espace d'une soirée de 2 heures, 2 heures et demie, les gens, je ne sais pas si vraiment ils oublient tous leurs problèmes, mais disons ils posent leur sac à dos comme on dit en psychologie, ils posent leur sac et puis ils chantent, ils dansent, ils sont à l'unisson. Quand on sait à quel point l'être humain est tiraillé l'un vis-à-vis d'autre, à quel point l'homme est un chien pour l'homme, dans ces moments-là, c'est vraiment un grand privilège et ça m'a toujours fasciné, ça me fascinera toujours. Sauf peut-être à l'inauguration du cabaret Orwell à l'époque de Lausanne Bouge. C'était notre groupe qui avions été choisis pour faire l'inauguration. Le nom du groupe? Hyperbiop 70. Et la salle était bourrée de punk, c'était la monstre époque punk. Nous on était légèrement décalés par rapport à la punk attitude.
je me souviens que j'avais pas le look qui leur plaisait particulièrement, donc Ni le répertoire forcément aussi ou bien... forcément le répertoire. Donc je me souviens d'avoir eu quelques petits frissons quand les gars venaient me taquiner avec leur bouteille de bière au pied de la scène. C'était rock'n'roll comme on dit. C'est un peu rock'n'roll. Mais comme j'avais pas reçu beaucoup de confiance en moi d'un point de vue paternel, comme je l'avais plus ou moins expliqué avant de manière assez légère, je pense que l'un dans l'autre, je suis quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à avoir une certaine confiance en moi. Tu lui en veux? C'est pas dans mon tempérament. Honnêtement, non. Je sais que pour les psys, ce serait vraiment bien si je lui en voulais un petit peu, mais c'est pas le cas, non. Depuis son décès, je me suis réconcilié avec lui pour qu'il puisse partir en paix. Je n'ai pas de poids à porter, moi non plus. Et que toi, tu puisses continuer aussi en étant libéré d'un certain poids? Bon, j'ai déjà bougé, j'ai fait mon coup d'éclat, c'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est une lettre d'embauche d'une grande banque lausannoise qui a mis le feu aux poudres de ma vie, c'est-à-dire que papa a compris que je cherchais du boulot et que j'allais arrêter l'Uni. Donc j'ai dû quitter immédiatement la maison, ce que j'ai fait en quelques secondes, les chaussures à la main. Donc la fameuse menace, elle a été mise à exécution tout de suite? Malo militari. Ouais, d'accord. Et très vite, j'ai trouvé du boulot. À l'époque, il n'y avait pas de problème dans les recherches d'emploi. J'ai trouvé du boulot dans une compagnie d'assurance qui aujourd'hui s'appelle l'AXA Doctor. J'y ai fait 5 années, et puis au service externe, puis après je suis parti vers une autre compagnie qui n'existe plus, mais qui s'appelle la Generali aujourd'hui, qui s'appelle l'Union Suisse Assurance. Et j'y suis toujours. Et tu y es toujours, donc. T'es fidèle, toi? Professionnellement, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça? Je suis fidèle en amitié et professionnellement, je suis très fidèle. Je sens qu'on va parler de ce qui faisait les beaux jours de Lausanne et de la FM à ce moment-là. C'est sûr, pour nous écouter, il fallait mettre l'antenne dans le lavabo. Ben écoute, les choses se sont passées ainsi, donc comme je t'ai dit, je faisais de la chronique musicale écrite. Et puis j'étais évidemment toujours en contact avec mon ami Jean-Marc Richard, puis je fais quand même assez short parce que l'histoire pourrait durer une heure à elle toute seule. À l'époque des radios locales françaises, les Suisses ont décidé de s'y mettre aussi. C'est le groupe La Munière qui a présenté un projet qui s'appelait Radio Lausanne. Et la municipalité, qui devait déjà avoir une tendance rose-verte, ou en tout cas rose de l'époque, a dit OK au projet, mais alors nous on veut notre pendant avec une radio associative dite de gauche. C'est ce qui s'est fait après moult délibérations. Cette radio s'est appelée Radio Acidule. Et elle était entre autres formée de gens comme justement bien sûr Jean-Marc Richard, comme Christian Jacquet, des personnalités absolument à gauche. Et Jean-Marc m'appelle un jour et me dit dis donc, est-ce que ça te dirait de faire des reportages sportifs pour notre radio parce qu'il manque un département sportif. T'as quel âge à ce moment-là? 25 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de commentateurs ou de gens de radio, etc., qui parlent à leur potes, à leur famille ou à eux-mêmes, j'ai envie de dire, qui parlent sans penser qu'on les écoute. Mais je crois, modestement, si tu réécoutes mes commentaires, il y a souvent une allusion à vous êtes chez vous, dans votre cuisine, dans votre machin, vous êtes peut-être en train de faire ci, je vous suggère de profiter de la pause pour aller pisser un verre. J'oublie pas qu'ils sont là. Avec Jean-Marc Richard, il y a des goals monumentales, il y a des déferlements, des déchaînements. La radio permet ça. La radio permet ça, qu'on se lâche complètement quand ça marque, quand ça goal, quand le match est gagné, quand c'est des playoffs, quand c'est des ascensions, quand on monte d'une liga à la ligue supérieure et tout ça. La radio permet ça. La radio permet ça, mais je pense que la TV aussi, parce qu'on l'a très bien vu dans les dernières saisons de Radio Acidule, comme de plus en plus les clubs filment les matchs et qu'en plus nous on avait le plaisir d'avoir, comment est-ce qu'elle s'appelait cette TV avant la télé? TVRL. TVRL. Et que TVRL a diffusé pas mal de matchs avec mon commentaire radio, c'est-à-dire que je commentais à la radio, mais en même temps c'était repris par TVRL.
Si tu regardes les bandes, effectivement, on sent bien que c'est du commentaire radio, mais ça passe très bien. Et je sais qu'en plusieurs occasions, l'ascension, la promotion de 1995 avec le 8-0 contre Grasshopper, ces sons et ces images ont été diffusés dans beaucoup de soirées de soutien, des choses comme ça. J'ai eu l'occasion de les voir moi au MAD. Ça donne, honnêtement, ça donne très bien. Hein. Il y a des buts de Jean-Marc, il y a des buts de moi. C'est cool.